Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisé en partenariat avec l'École normale supérieure, la Fondation pour la science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxion. Donc je vais vous parler du monde de l'ARN et du monde de l'ADN à haute température. Ce titre en fait peut... Non, ça va. Ce titre peut cacher deux choses différentes. Bien sûr, il y a des organismes, vous en voyez ici, qui vivent aujourd'hui à des températures très élevées, jusqu'à 110 degrés, dans ce qu'on appelle les hyperthermophiles, j'en reparlerai. Et ces organismes ont de l'ADN et ils ont de l'ARN, donc en fait, lorsqu'on étudie la génétique chez ces micro-organismes, on étudie le monde de l'ARN et de l'ADN à haute température. Mais d'un autre côté, on pense également, on sait que notre monde actuel à ADN a été précédé par un monde à ARN. Et du coup, on se pose la question, est-ce que la vie est apparue à haute température? Est-ce que ces micro-organismes sont des reliques d'une vie à haute température? Et donc, on peut voir cette question sous un deuxième angle, et je vais essayer d'aborder en fait les deux dans cet exposé. Et puis en fait, vu l'audience, je vais quand même en profiter aussi pour vous parler de deux ou trois choses concernant un petit peu l'état actuel des connaissances en biologie qui me paraissent très, très importantes et qui permettent aussi de resituer cette question d'une façon plus générale. Je vais commencer juste par une diapo que j'aime bien parce que pour moi elle met en avant le fait qu'on vit une révolution en biologie actuellement. Tout le monde n'en est pas conscient. On vit une révolution qui pour moi est équivalente un petit peu à celle qui s'est produite lorsqu'on s'est aperçu que la Terre n'était pas plate mais qu'elle était ronde. Pendant très longtemps, la vie était considérée essentiellement, c'est les animaux, les végétaux, les micro-organismes étant un petit peu accessoires. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que c'est considéré par les agences de financement de la recherche, par les gouvernements, par les universités. Et on sait en fait aujourd'hui que la Terre est ronde, et on sait en fait que 99% de la diversité sur Terre au niveau biologique est constituée de micro-organismes. Donc en fait, les macrobes, nous, ne sommes qu'un épiphénomène, bien sûr très intéressant et très important à étudier puisqu'on en fait partie, mais quand même un épiphénomène du vivant. Le monde, ça se voit très bien sur la diapo suivante, qui représente ce qu'on appelle aujourd'hui l'arbre universel du vivant. Le monde vivant actuel est divisé en trois grands domaines. Le domaine des bactéries. Alors les bactéries, on en parle comme des organismes primitifs. Pour moi, ce sont les organismes les plus évolués sur Terre, en tout cas au niveau moléculaire, mais je n'aurai pas le temps de vous dire pourquoi. Les archées, un autre groupe de micro-organismes, beaucoup moins connu, découvert en 1977. Et les eucaryotes, donc, qui comprennent tous les organismes dont les cellules possèdent des noyaux. Vous voyez plein de petites feuilles dans cet arbre. Chaque feuille représente un gigantesque groupe d'organismes. Les feuilles en rouge correspondent à des groupes pour lesquels on n'a pas encore d'organismes cultivables, mais on les détecte par leur empreinte génétique dans l'environnement. Et les deux flèches indiquent les macrobes. La flèche de gauche, donc les animaux, les métazoaires. J'arrive pas à faire marcher. Ah voilà, ici les métazoaires, les animaux, tous les animaux, et là ici toutes les plantes. Donc vous voyez que ces deux petites feuilles de macrobes représentent vraiment quelque chose quand même assez minoritaire par rapport à la biodiversité du vivant. En plus, tout ça, c'est uniquement les organismes vivants, disons, qui descendent de l'euca, le dernier ancêtre commun universel, qui ont des ribosomes pour synthétiser leurs protéines, mais on sait aujourd'hui qu'on doit considérer les virus comme partie intégrante du monde vivant. Et en fait, les virus, on sait aujourd'hui qu'ils sont très anciens, ils existaient déjà à l'époque de l'euca. Alors surtout, l'euca, ne pas le confondre avec la première cellule, c'est simplement le dernier ancêtre commun à tous les organismes à ribosomes actuels, qui est lui-même le produit d'une très longue évolution. Il y avait une virosphère déjà à l'époque de l'euca, et les trois domaines actuels sont environnés, coévoluent avec chacun un domaine de virus différents. Et cette coévolution entre les organismes de type virus et les organismes à ribosomes est très importante. On pense aujourd'hui que c'est un des moteurs de l'évolution. La vision des virus est en train de complètement changer. On ne confond plus les virus avec leurs virions, ça serait comme de confondre l'homme avec son spermatozoïde. On réalise que le virus, en fait, l'organisme viral, c'est la cellule infectée. Par exemple, ici, vous avez une bactérie qui a été infectée par un virus. Le génome bactérien a disparu, il n'y a plus que du génome viral. La membrane est reconstituée, toute la cellule ne sert plus qu'à fabriquer des virions, on a une cellule virale, et donc aujourd'hui les virus, pour moi par exemple, sont considérés comme des organismes cellulaires vivant à part entière. Alors la vie, c'est aussi de l'information ou de la communication, et ça c'est un aspect bien connu, mais qui doit être pris en compte dans les définitions de la vie. L'information se trouve sur trois types de molécules, les protéines, ce sont les acides aminés ici en bleu, l'ADN, donc des acides nucléiques ici c'est en rouge, et l'ARN en noir. L'ARN ayant la possibilité de servir de matériel génétique. Vous avez ici un fragment d'ARN double brun, par exemple le génome de certains virus, et là vous avez ce qu'on appelle un ribosome, c'est-à-dire qu'un ARN qui a une activité catalytique, comme ici un enzyme donc protéique. Alors une des grandes découvertes de ces dernières décennies, c'est que maintenant on sait dans quel ordre ces différentes molécules sont apparues. On sait que l'ARN est apparu le premier, ensuite les protéines au sens moderne du terme,
et ensuite l'ADN. Donc quand je dis que l'ARN est apparu le premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des peptides ou des protoprotéines ou des protéines fabriquées, par des mécanismes inconnus qu'on ne connaîtra jamais, mais toutes les protéines que l'on connaît aujourd'hui modernes sont apparues à partir de l'ARN. Pourquoi on le sait? Parce qu'en fait, les protéines sont fabriquées au niveau du ribosome. Là, vous avez la structure de la grande sous-unité du ribosome, donc la machinerie de fabrication des protéines. En gris, c'est de l'ARN. En jaune, ce sont des protéines. Et le site actif, là où se forme la liaison entre les acides aminés pour fabriquer la protéine, est ici caché au milieu de l'ARN. Donc c'est de l'ARN qui fabrique, c'est un ARN, un ribosome, dans le ribosome, qui catalyse la liaison peptidique pour former les protéines. Donc forcément, les protéines modernes n'ont pas pu apparaître avant l'ARN. Mais encore une fois, il peut y avoir des peptides à l'époque, ou des protéines, mais fabriquées par d'autres systèmes qui ont disparu. Pourquoi on sait que l'ADN est apparu en dernier? Eh bien parce que en fait, l'ADN, c'est une forme modifiée de l'ARN. Donc André vous a déjà présenté la formule d'une brique des acides nucléiques, un nucléotide. Au passage, je vous signale que le terme ADN et ARN viennent des Rockefeller. Le ribose, c'est Rockefeller Institute of Biochemistry, c'est le sucre isolé à l'Institut Rockefeller, donc c'est pas étonnant qu'avec les biotechnologies maintenant on fasse de l'argent. Là, j'ai représenté quelque chose de très important, bon, c'est de la chimie. C'est la différence entre le nucléotide qui est la brique de l'ARN et le nucléotide qui est la brique de l'ADN. La brique de l'ARN, c'est un sucre normal, le petit sucre dont a parlé déjà André. Il a dit un petit sucre. Alors là, j'étais un peu choqué parce que pour moi, c'est la molécule la plus importante dans l'univers connu. C'est le ribose, c'est vraiment lui qui est à la base du vivant. Et le ribose, comme tous les sucres, là, il y a un oxydryle, OH. Vous voyez que dans l'ADN, cet oxygène a été enlevé. Et ça demande en fait une réaction c'est très difficile à faire. C'est catalysé par des protéines très, très complexes, les ribonucléotides réductases. Et puis il y a une autre petite modification ici sur une des bases de l'ARN. Vous avez en rouge un groupement méthyle qui est ajouté. C'est la deuxième flèche en haut. Je n'arrive pas à vraiment pointer. Bon, c'est pas grave. Peut-être fatigué. Alors cet oxygène qui est présent dans l'ARN et qui a été enlevé dans l'ADN, il est très important. Pour notre histoire de haute température, il sera aussi important, parce que c'est un oxygène très réactif. Cet oxygène très réactif, en fait, il intervient dans la plupart des réactions catalysées par les ribosymes. Donc on a vu que l'ARN était capable d'agir à la fois comme un gène et comme une protéine, ce qui est l'avantage aussi d'un monde ARN où on peut avoir une même molécule qui porte l'information et qui l'exprime au niveau activité enzymatique. Eh bien, chez les ribosymes, très souvent, l'oxygène en 2' du ribose, qui est réactif, intervient dans la catalyse. Ça, c'est le point positif pour l'ARN. Le point négatif sur lequel on reviendra, c'est que cet oxygène peut attaquer la liaison entre différentes briques et rend la molécule plus fragile. Donc l'ADN, du coup, est plus stable que l'ARN. Et pour une molécule qui est le coffre-fort, disons, pour reprendre une image classique, qui contient l'information génétique, autant avoir une molécule plus stable. Alors, donc, dans les organismes modernes, c'est en fait les précurseurs il y a un petit problème technique, bon, c'est pas grave. Dans les cellules modernes, ce sont les précurseurs de l'ARN qui sont transformés en précurseurs de l'ADN par des enzymes, les réductases et les méthylases, qui sont donc des protéines. Donc en fait, on peut avoir ce petit schéma. Vous avez les précurseurs de l'ARN qui servent à fabriquer l'ARN, les briques, qui sont transformés en précurseurs de l'ADN qui servent à fabriquer l'ADN. Elles sont transformées par des protéines. Donc pour que l'ADN apparaisse, il fallait qu'on ait déjà les protéines. Donc on a d'abord eu l'ADN, d'abord l'ARN, excusez-moi, ensuite les protéines, et ensuite l'ADN. Et la grande question pour les origines de la vie, que André a déjà signalé, c'est comment est apparu l'ARN, et ça on n'en sait rien, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre avant, etc. On n'en sait rien. Alors au passage, donc, je vais revenir quand même un petit peu sur la chiralité, mais malheureusement je n'étais pas là ce matin, parce que c'est un point qui me questionne. Pour moi c'est un faux problème. Les sucres sont droits, sont grand D, les acides aminés dans les protéines modernes sont L, et dans l'ADN, le sucre est D puisqu'il vient du ribose. Pourquoi toutes les protéines actuelles sont faites avec des acides aminés L? Simplement parce que le site actif en 3 dimensions du ribosome ne reconnaît que les acides aminés L. S'il y a des acides aminés D, il ne les reconnaît pas. Parce que dans un site actif en 3 dimensions d'une protéine, c'est comme un gant, ça ne peut reconnaître une des deux formes. Il est très possible que dans les peptides dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les autres protéines qui existaient avant les protéines modernes, il y avait peut-être des protéines avec des acides aminés droits, il y avait peut-être des êtres vivants qui avaient des protéines avec acides aminés droits, simplement ils ont disparu, et celui qui est resté, puisqu'on descend tous de Lucas, et Lucas avait le ribosome capable de prendre des L, lui, il est... voilà. Autre question, la vraie question quelque part, c'est pourquoi dans l'ARN, les sucres sont D,
Mais comme on ne sait pas d'où vient l'ADN, on ne peut pas y répondre. Mais simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les premiers catalyseurs qui ont fabriqué l'ARN, leur site actif, à partir du moment où un site actif en 3 dimensions, on a forcément sélection d'un des 2 énantiomères. Alors, donc la vraie question, c'est ça, je dirais, c'est pas les acides aminés, à la limite, si on veut poser le problème. Et puis, si on regarde ce qui se passe au niveau des lipides, puisqu'il n'y a pas que les acides aminés dont on parle tout le temps, on ne parle jamais des sucres, mais encore moins des lipides. Chez les lipides, là, ça ne se voit pas très bien sur cette... Voilà, si, on voit bien, il y a un carbone asymétrique. Et bien là, la chiralité n'est pas la même dans l'ensemble du monde vivant. Chez les bactéries et les eucaryotes, on a des lipides d'une certaine chiralité, et chez les archées, le 3e domaine vivant, c'est l'autre chiralité. Pourquoi ? Parce que l'enzyme qui colle ces chaînes sur le carbone du glycérol n'est pas le même. Ce sont des enzymes qui sont apparues indépendamment, et leur site actif est tel que les unes reconnaissent la forme droite, les autres reconnaissent la forme gauche. Alors, on en arrive maintenant à l'histoire de la température. Pas mal de gens pensent qu'effectivement la vie aurait pu apparaître à haute température, et on part effectivement d'une Terre qui est bombardée par des météorites qui devaient être très chaudes, et qu'elle aurait pu continuer à évoluer à haute température jusqu'à Lucas. Alors ce qu'on voit tout de suite dans ce cas-là, c'est que ça veut dire que l'ARN est apparu à haute température, et puis les protéines, et puis l'ADN, etc. jusqu'à Lucas. Alors pourquoi on pense ça déjà ? Eh bien on pense ça, pourquoi certaines personnes pensent ça ? Eh bien, entre autres, parce que la découverte de micro-organismes effectivement capables de pousser à des températures très très élevées, ce que l'on appelle les hyperthermophiles, donc qui ont des températures optimales de croissance comprises entre 80 et le record étant actuellement de 113 degrés, la découverte de ces micro-organismes a eu un impact très grand en biologie. Ils ont été découverts essentiellement par 2 microbiologistes allemands, Karl Stetter ici et Wolfram Sillig. Vous les voyez tous les deux dans les années 80 en Islande récupérer des échantillons dans une source chaude. Là, vous avez en Islande Wolfram Sillig qui regarde au microscope les échantillons qu'ils viennent de récupérer. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Des micro-organismes. Ils rentrent au laboratoire, ils arrivent à les faire pousser à ces températures. Donc ça fait un choc. Vous voyez, ils décrivent un très grand nombre de nouveaux organismes. La coque thermique, la coque brûlante, l'hyperthermus, comme Superman, etc. etc. Voilà, toutes sortes d'organismes donc on appelle maintenant hyperthermophiles. Et puis on en découvre également dans les grands fonds sous-marins avec le nautile. On va chercher au niveau de ces fumeurs dont a parlé tout à l'heure André, il y a des fumeurs noirs, des fumeurs blancs, vous voyez ici le nautile. On récupère des échantillons, et là j'ai mis la photo d'un organisme qu'on fait pousser actuellement dans notre équipe. C'est pas à Pasteur, c'est à l'université Paris-Sud à Orsay, que l'on a appelé Thermococcus nautilus, justement pour rendre hommage au nautile. Alors, ces hyperthermophiles, on les isole et on s'aperçoit que la plupart, en tout cas presque tous au départ, et puis après on a eu quelques exceptions, sont des archées. On revient aux 3 domaines du vivant dont j'ai parlé tout à l'heure. Les eucaryotes, nous, on n'est pas très doués, on n'arrive pas à pousser au-delà de 60 degrés, en tout cas à se diviser, sauf temporairement quand on va au sauna ou autre, mais on garde toujours une température interne de 37. Vous voyez que les bactéries, qui ne sont pas si bêtes que ça, elles arrivent à aller jusqu'à 95. Elles poussent de 0 à 95, pas les mêmes. Vous avez des espèces qui poussent à 10 degrés et puis d'autres à 95, pareil ici. Les archées, vous avez également des archées qui vivent dans le froid, et vous avez des archées qui vivent jusqu'à 113 degrés, donc c'est elles qui sont les plus douées. Donc vous me direz pourquoi je ne pense pas que les archées sont plus douées que les bactéries, mais ça, pour une autre raison, mais ce serait trop compliqué à expliquer. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours lire mon bouquin « Microbes de l'enfer » aux éditions de Belin. C'est la première pub, il y en aura une autre à la fin. Voilà, donc, je reviens là-dessus. Est-ce que tous ces événements se sont produits à haute température ? C'est pas évident pour moi. Et là, ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est quand même très personnel. Bon, j'ai déjà dit un certain nombre de choses un peu personnelles, mais là, c'est très personnel. Pourquoi je pense personnellement, moi, que ce scénario ne tient pas la route ? Pour une part, parce que... Alors, avant de dire ça, bon, ça, c'est 2 diapos pour... Bon, mais ça, on en a déjà parlé, hein, les météorites qui s'écrasent sur la Terre, le grand bombardement tardif. J'ai lu un chapitre d'un bouquin d'astrophysicien sur le grand bombardement tardif, ça fait des frissons. Alors là, c'est une question, mais je n'arrive pas à imaginer comment la vie, si elle était apparue avant, a pu survivre. Mais là, je sais que c'est controversé, j'en ai discuté avec Biebrink justement, je sais que c'est controversé, mais j'ai du mal à imaginer, c'était tellement terrifiant. Voilà, là c'est une BD aux États-Unis. Vous avez ici un petit schéma de Carl Woese qui a découvert les archées, une Terre primitive, donc on imagine une Terre primitive chaude, hostile, etc. Et on voit des micro-organismes qui vivent dans cette Terre primitive. Donc c'est une idée qui est très à la mode, le fait de dire les extrémophiles sont les témoins
de cette période, et puis c'est une idée qui permet d'avoir des financements, hein. La NASA ou autre, donc c'est pas non plus quelque chose, là je vous en parle, mais vous ne le répétez pas autour de vous, hein, et puis peut-être aussi le fait que la vie serait apparue au niveau des sources au fond des océans, ça l'aurait protégé de ce bombardement. Vous voyez, là vous avez un météorite qui tombe, qui fait en sorte que l'océan s'évapore, mais il reste que, oh là là, que 5 minutes, c'est terrible. Donc, alors, l'autre raison pour laquelle on a pensé qu'effectivement la vie aurait pu apparaître à haute température, c'est que, vous voyez, un arbre universel comme celui tout à l'heure, mais ici en rouge, l'auteur, qui est un partisan de cette hypothèse, a mis en rouge toutes les lignées aboutissant à des hyperthermophiles, et comme vous le voyez, ils sont groupés à la racine de l'arbre universel, et cette racine de la racine Lucas, on va vers le fond là, et donc voilà, ça ce sont les hypothèses, les arguments pour soutenir l'apparition de la vie à haute température. Mais un gros problème, je l'ai déjà mentionné en fait rapidement tout à l'heure, c'est l'ARN. L'ARN est une molécule très fragile à cause de cet oxygène qui a été enlevé dans l'ADN, qui peut attaquer la liaison entre ici deux briques et qui peut casser la molécule. Et voilà, ça c'est une manip qu'on a fait au labo il y a maintenant plus de 10 ans. Vous avez ici, alors c'est pas la peine d'expliquer plus, la tache noire c'est de l'ARN, vous incubez 30 minutes à 90 degrés et vous voyez qu'ici, dans des pH raisonnables, la molécule a complètement disparu. Si vous ajoutez du magnésium, ça va encore plus vite. Et comme on sait que le magnésium est nécessaire pour la plupart des activités catalysées par les ribosymes, on a un vrai problème. Pour moi, c'est vraiment difficile d'imaginer, effectivement, d'avoir un monde de molécules d'ARN ou bien un monde de cellules avec essentiellement de l'ARN qui puisse fonctionner à haute température. Là, on a un double problème. On aime bien la température dans les scénarios d'origine de la vie parce que ça accélère la réaction chimique, mais en même temps, on veut de la stabilité pour qu'on ait accumulation des molécules. Alors, je propose pour résoudre le problème le scénario islandais, donc où on a à la fois du chaud et du froid. Donc, l'idée, c'est que la vie a pu apparaître sur une terre qui ressemblait à l'Islande. Alors, l'ADN est beaucoup plus stable que l'ARN à haute température. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a perdu cet oxygène. L'ADN est très stable à haute température. En fait, on peut le chauffer jusqu'à 107 degrés. C'est les vieilles manips qu'on avait fait au labo déjà il y a maintenant 15 ans. Et en fait, lorsque l'ADN ici se dénature, un ADN linéaire en plus, il se dénature vers 80 degrés. Un ADN circulaire ne se dénature même pas, et l'ADN dans les cellules est circulaire, il ne se dénature même pas à 107 degrés. Et si on laisse la réaction pendant une demi-heure, on voit que progressivement il se casse, mais beaucoup moins rapidement que l'ARN. Donc on pourrait imaginer, effectivement, la vie a peut-être eu de la haute température au début, on ne sait pas. Eh bien, il a peut-être fallu attendre l'ADN finalement pour que les organismes réussissent à s'adapter aux températures très élevées. Alors maintenant, cet argument, est-ce que si cet arbre est correct, on peut dire, eh bien effectivement, il n'y a pas de problème, Lucas était un hyperthermophile, etc. Le problème, c'est que cet arbre est sans doute faux, dessiné de cette façon-là. Il y a de gros biais. Un des biais, c'est que, en fait, dans la molécule qui est utilisée pour dessiner cet arbre, en fait, on compare des molécules d'ARN qui sont dans le ribosome, qui sont des molécules universelles présentes chez tous les organismes qui descendent de Lucas. Donc, on peut comparer et aligner ces molécules. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ces molécules, ce sont des acides nucléiques avec des suites de A, G, U et C. Elles ont des boucles qui sont en double hélice, comme l'ADN, dans lesquelles on a des paires GC et des paires AU. Or, les paires GC sont relativement stables parce qu'elles ont 3 liaisons hydrogènes, on revient aux liaisons hydrogènes, les paires AU uniquement 2 liaisons hydrogènes. Ce qui fait que dans tous les ARN qui ont été isolés des hyperthermophiles, on a une accumulation importante de bases GC pour stabiliser la molécule, ça diminue les possibilités d'évolution de la séquence, les séquences évoluent moins vite et par des artefacts se retrouvent à la base de cet arbre. Donc en fait, ça c'est un schéma qui a été dessiné, disons avec l'objectif de dire, voilà, vous voyez, là on est aux températures, mais ce n'est pas du tout évident. Si on prend un arbre plus récent avec une diversité mieux représentée, on voit que les hyperthermophiles, comme on l'a vu, il n'y en a pas du tout chez les eucaryotes. Il y en a dans quelques groupes bactériens isolés, et il y en a effectivement beaucoup plus chez les archées. Ceci dit, il y a également beaucoup d'archées qui vivent dans les milieux froids. Simplement, effectivement, actuellement chez les archées, on peut imaginer que l'ancêtre commun des archées était un hyperthermophile. L'ancêtre commun des bactéries, c'est beaucoup moins évident. Et en plus, on ne sait pas du tout où était la racine de l'arbre universel ici. Dans le dessin précédent, la racine était dans la branche des bactéries, mais ça c'est également un domaine très controversé. Donc il y a beaucoup encore de choses à faire dans ce domaine. En plus, les hyperthermophiles que l'on connaît aujourd'hui ne sont pas du tout des organismes primitifs. Ils ont par exemple tous une enzyme tout à fait particulière qui s'appelle la reverse gyrase.
Alors, je n'ai pas non plus le temps d'entrer dans le détail, mais c'est une enzyme qui tord la double hélice d'ADN pour faire des super hélices dans le même sens que la double hélice, de façon à resserrer les deux brins, et en fait, ce qui rend à haute température plus difficile l'ouverture de l'hélice. Cette enzyme, elle est clairement complexe, et la génomique, l'analyse des génomes a montré que c'était la seule protéine spécifique des hyperthermophiles. Elle est présente systématiquement chez tous les hyperthermophiles. Ce qui fait qu'on peut se dire que sans doute l'apparition d'hyperthermophiles sur la planète n'a pu se faire qu'après l'apparition de cette enzyme. Donc, a été une étape vraiment tardive de l'évolution. En plus, il y a les lipides dont j'ai déjà parlé. Donc, les archées ont des lipides particuliers, mais les lipides chez les hyperthermophiles, en plus, sont souvent pontés 2 à 2, c'est-à-dire que pour les biologistes qui ont entendu parler donc, de la bicouche lipidique, chez les hyperthermophiles, très souvent, on a une monocouche, en fait, et on remplace des interactions hydrophobes par carrément des liaisons covalentes. On a des structures qui sont beaucoup plus imperméables aux ions. Et pour faire ce genre de structure, on a besoin de partir de ça et d'avoir des enzymes très sophistiquées. Donc, à plusieurs points de vue, ces hyperthermophiles ne sont pas du tout des organismes primitifs, mais plutôt des produits très sophistiqués de l'évolution. Les bactéries qui vivent à très haute température ont également des lipides modifiés, mais ils ont la polarité de ceux des archées, de ceux des bactéries. Donc, ce n'est pas du tout des lipides de type archée, c'est des lipides typiquement bactériens, mais qui, par certains aspects, essaient de ressembler à des lipides d'archée. On en conclut que l'adaptation de ces lipides à haute température s'est faite indépendamment chez les bactéries et les archées, et donc on pense du coup qu'effectivement l'ancêtre commun aux deux n'était pas un hyperthermophile. Alors, donc on en est où? On en est là. Voilà, mais ça va bientôt finir. On en est là. Donc toujours pareil, on ne sait pas, bon, là on avait peut-être l'Islande. Le monde ARN, à mon avis, ce n'était pas trop chaud. Quand je parle du monde ARN, ce sont des cellules. Je ne pense pas du tout que le monde ARN, c'était un monde de molécules d'ARN qui se baladaient comme ça. Je pense à des cellules avec une enveloppe lipidique, des molécules d'ARN, des peptides, des ions, des trucs là qui ont disparu, tout un métabolisme, plein de métabolites. Ce n'est pas du tout le monde ARN tout bête avec des molécules d'ARN qui se baladent toutes seules. Quand je parle du monde ARN, c'est vraiment cellulaire déjà, et avec des cellules et des virus au bout d'un moment. Après, on a les protéines qui apparaissent, donc les cellules ARN deviennent plus complexes, avec des protéines de plus en plus complexes, des virus qui les attaquent, elles se mangent les unes les autres, etc. Et puis on a l'apparition de l'ADN. Alors je vous signale qu'il y a toujours un débat, on ne sait pas en fait si Lucas avait déjà de l'ADN ou s'il avait encore de l'ARN. On ne sait pas à quel moment est apparu Lucas. Pourquoi? Parce que les mécanismes qui répliquent l'ADN chez les bactéries d'un côté et chez les eucaryotes et les archées de l'autre ne sont pas du tout semblables. Ce sont des protéines qui sont apparues indépendamment, donc ça pose un gros problème. Issu de la génomique, en fait, on ne sait pas, peut-être que l'ADN est apparu. Moi, je pense personnellement que l'ADN est apparu chez les virus, dans le monde viral, en interaction. Donc, il y a d'abord eu des virus ADN qui infectaient des cellules ARN et que l'ADN a été ensuite transféré aux cellules. Alors, pour finir, quand même, un résultat important publié en France par le groupe de Manolo Gui à Lyon en 2008. Là encore, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ils ont, à part des manies assez astucieuses, ils ont essayé de reconstituer la température à laquelle vivaient nos ancêtres, justement en reconstituant les molécules d'ARN ribosomique ancestrales et les protéines ancestrales. On sait justement, on l'a vu tout à l'heure, que chez les hyperthermophiles, les molécules d'ARN sont riches en base GC, par rapport à UGC, ils sont plus riches en base GC. Les protéines chez les hyperthermophiles, elles sont également enrichies en certains acides aminés qui stabilisent la molécule. Donc on peut essayer de déterminer quelle était la composition en base et en acides aminés des acides nucléiques et des protéines des ancêtres et reconstituer la température à laquelle ils vivaient. La conclusion publiée dans Nature par un étudiant de son labo en 2008, c'est que Lucas n'était pas un hyperthermophile, donc c'est des travaux tout à fait indépendants qui collent très bien avec tous les arguments que j'ai donnés jusqu'à présent. Par contre, très amusant, l'ancêtre des bactéries serait un thermophile, et l'ancêtre des archées serait éventuellement aussi un thermophile. Et ça, je vous avais dit qu'il y a d'autres arguments qui suggèrent effectivement que l'ancêtre des archées serait un thermophile. Par contre, l'ancêtre des eucaryotes, 55-45, bon, ça c'est une température qui est normale pour nous. Alors, comment expliquer cette observation très curieuse? Alors, deux explications. Le météorite, le bottleneck, le choc. La vie serait apparue à température normale, elle se serait développée, il y aurait eu des mésophiles, des psychrophiles, des thermophiles, etc. Et puis, boum, un météorite géant qui tombe, qui tue tout le monde, sauf les hyperthermophiles au fond des mers. Et à partir de là, on refait une biosphère terrestre, etc. Mais ça, j'y crois pas du tout. Et puis en plus, pourquoi les eucaryotes? Il faudrait que les eucaryotes, là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Autre hypothèse, c'est la mienne. Je l'avais publiée en fait en 1995 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et là, je suis content maintenant d'avoir un argument, disons, dans Nature. C'est l'idée que les bactéries et les archées
le phénotype prokaryote, c'est-à-dire petites cellules qui se divisent très rapidement, avec couplage de la synthèse des protéines, enfin pour ceux qui connaissent un peu la biologie, couplage de la transcription, donc la fabrication de l'ARN messager, et de la traduction, turnover rapide des macromolécules, c'est vachement bien pour vivre à haute température lorsque les molécules sont facilement dégradées. Et donc, pression de sélection, finalement, on commence avec des organismes qui vivent à des températures plutôt modérées, et puis certains essaient d'aller de plus en plus haut, et ceux qui arrivent de plus en plus haut, c'est ceux qui évoluent vers un phénotype de type qu'on appelle prokaryote, indépendamment, dans ce cas-là, chez les bactéries et chez les archées. Voilà, donc ça c'est mon hypothèse. Je pense qu'en fait, l'UCA était déjà un organisme très complexe, produit d'une longue évolution, peut-être à ARN ou à ADN, avec de nombreux chromosomes linéaires ou circulaires, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. De l'UCA, on a été aux eucaryotes modernes, en passant par là, on ne sait pas ce que c'est, mais ça a quand même 2 milliards 100 millions d'années, découvert au Gabon. Ça, j'ai été les voir à Poitiers, quand on les regarde, c'est quand même stupéfiant, comme apparemment les géologues sont absolument sûrs des datations, ça ressemble vraiment à des animaux. Si c'est des animaux, ça relance en arrière. Moi, ça me va très bien, parce que je pense depuis longtemps que les eucaryotes sont en fait très anciens, les proto-eucaryotes, pas les eucaryotes modernes, il ne faut pas confondre. Les eucaryotes modernes, ils ont tous des mitochondries qui viennent des bactéries. Donc les eucaryotes modernes, eux, ils sont récents, mais les proto-eucaryotes. Et puis, à partir de celui-là, par thermoréduction, eh bien, on a deux groupes qui deviennent des prokaryotes, petite taille, croissance rapide, turnover moléculaire, etc., surtout chez les archées. Et voilà un petit peu la vision actuelle pour moi. C'est la fin. C'est la fin. Et il y a la pub. Il y a la pub, oui, parce que vous n'avez pas tous compris tout ce que j'ai raconté, donc il faut vérifier. Voilà. C'était quasiment un roman policier. Voilà. Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.